Voilà Patricia, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. Pour l'instant, c'est le débat du Grand Soir 3 consacré donc à la question de la repentance et de la réparation financière de l'esclavage. Demain aura lieu au Jardin du Luxembourg une cérémonie présidée par François Hollande à l'occasion de la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Pour en parler, je reçois Louis Georgetin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du CRAN, c'est le Conseil représentatif des associations noires de France. Vous êtes professeur de lettres, auteur de plusieurs livres, dont le dernier, Esclavage et réparation, comment faire face aux crimes de l'histoire. Pascal Bruckner, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, philosophe, vous êtes notamment l'auteur de La tyrannie de la pénitence, paru chez Grasset, et vous dites stop à l'autoflagellation des pays occidentaux et notamment de la France. Serge Romanin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de médecine, généticien à l'hôpital Necker à Paris, mais aussi président du CM98. C'est le comité qui fut créé après la grande marche silencieuse des Antillais. C'était à Paris en 98 à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. On voit les images de ce grand rendez-vous qui a donné naissance en quelque sorte à la loi Taubira. On en parlera tout à l'heure. Et vous prônez la réconciliation. Jean-Christophe Ruffin, bonsoir. Vous êtes écrivain, académicien, médecin, globe-trotter. Vous avez été ambassadeur de France au Sénégal. Et vous nous direz que l'esclavagisme existe encore aujourd'hui dans certains pays et notamment sur le continent africain. Louis Georgetin, vous avez décidé d'attaquer à la fois l'État et une banque en justice pour crime contre l'humanité. C'est évidemment très grave. Ça veut dire que les commémorations qui existent aujourd'hui ne suffisent pas. Il faut aller en justice? Absolument. Au fond, le combat contre la colonisation, c'est deux choses. Liberté et justice. La liberté a été obtenue, même arrachée. La justice reste à faire, car beaucoup d'entreprises, par exemple, se sont enrichies grâce à l'esclavage. Et il est temps, justement, de faire la lumière sur ces profits tout à fait illicites. Et concrètement, donc, vous attaquez une banque, on peut savoir laquelle? Demain, nous allons assigner en justice une banque. Nous dirons le nom à cette occasion à 12h30 lors d'un point presse. Mais c'est très important de comprendre que ce combat n'est pas né d'hier. Car de Condorcet à Desmond Tutu, en passant par Martin Luther King, Aimé Césaire et même Christiane Taubira, eh bien, ce combat a été défendu dans le monde entier. Et c'est pour cela que nous inscrivons notre démarche dans ce combat séculaire. Mais quand on parle de crimes contre l'humanité, vous faites référence, par exemple, à ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie et les réparations pour les victimes de la Shoah. C'est la même chose ? Pas seulement. Par exemple, après les massacres et les génocides en Amérique du Nord, un certain nombre de peuples amérindiens ont obtenu des réparations. Dans d'autres contextes, après des guerres, la France a demandé des réparations à l'Allemagne. On a identifié au moins une trentaine de cas au XXe siècle dans lesquels il y a eu des réparations au niveau international. C'est quelque chose d'extrêmement banal finalement. Qui dit crime dit réparation. Et quand on est contre la réparation, ça donne l'impression qu'on pense qu'il n'y a pas eu vraiment un crime. Pascal Bruckner, la traite négrière est donc considérée comme un crime contre l'humanité selon la loi Taubira de 2001. La demande de réparation financière, selon vous, est justifiée à ce titre? Écoutez, pourquoi pas, mais alors il faut que les réparations soient intégrales. C'est-à-dire, on sait qu'il y a eu 3 traites dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu la traite transatlantique, la traite interafricaine et la traite orientale ou subsaharienne. Et les spécialistes de la traite nous expliquent que moins de 3% des esclaves ont été capturés par des Européens en Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont été vendus par des princes, des rois, radiés pendant des guerres. Et donc, si l'on ouvre, comme le veut Georges Huitin, la question des réparations, alors ouvrons-la complètement à tous les pays, y compris d'ailleurs lorsque les populations européennes ont été elles-mêmes soumises à l'esclavage, puisque je rappelle que esclave vient de slave, et que jusqu'à la fin du XIXe siècle, en Turquie, les Russes, les Bulgares, les Roumains étaient vendus sur le marché. L'esclavage a été aboli dans l'Empire ottoman en 1886. Donc, effectivement, ce que je trouve positif dans la démarche de Georges Huitin, c'est que on rouvre le dossier. Mais je voudrais dire quand même quelque chose d'emblée, c'est que demain on fête l'abolition de l'esclavage, eh bien ça devrait être un jour de réjouissance. C'est-à-dire que l'humanité
lorsque l'esclavage a été aboli, est sorti d'une de ces périodes les plus sombres, les plus abominables. Et donc je pense que c'est un progrès aussi que nous devons célébrer et qu'on devrait se réjouir d'avoir relégué derrière nous cette période abominable. Serge Romana, vous réjouissez, vous, de cette célébration de ces cérémonies demain? Écoutez, je voudrais quand même donner mon avis sur le problème de réparation et de... Oui. Enfin, nous, dans notre pratique, ça fait 15 ans qu'on travaille sur ces questions et nous ne sommes pas du tout, nous sommes contre le concept même de réparation financière. Pourquoi? Pour 3-4 raisons. La première, c'est qu'on ne répare pas l'irréparable, c'est-à-dire la constitution d'un groupe humain dans un crime contre l'humanité, avec toutes les stigmates qui existent actuellement, ça ne peut pas être réparé. Et d'ailleurs, la vraie question aujourd'hui, c'est comment faire que ces sociétés s'en sortent. Et la première des choses à faire, c'est surtout pas de demander des réparations, c'est de faire en sorte de continuer ce que l'on fait, c'est-à-dire déjà de nous réconcilier avec notre propre histoire, ce qui est extrêmement compliqué. Nous réconcilier avec également les descendants de colons, parce qu'on ne va rien construire sans eux. Nous réconcilier avec l'Afrique, parce qu'il y a des ruptures avec l'Afrique. Et nous réconcilier enfin avec la République, parce qu'on ne pourra pas construire en conflictualisant la mémoire de l'esclavage. Elle est déjà tellement douloureuse. Ça veut dire que la position du CRAN, par exemple, met de la pression sur la République, sur les gouvernements. Ce n'est pas une bonne chose selon vous? Non, c'est pas une bonne chose. En tout cas, de cette façon, voyez-vous, nous avons par exemple, puisque l'un des gros problèmes qui existent chez nous, c'est une véritable rupture d'affiliation et une mémoire extrêmement douloureuse de cette origine servile. Et donc, vous avez donc une population qui est en rupture donc d'affiliation et donc en perte d'identité, en errance identitaire. Oui, parce que jusqu'en 1848, les esclaves n'avaient pas de nom, à peine un prénom. Donc, la quête de cette identité est importante pour vous aujourd'hui, cette recherche de généalogie. Comme pour toute personne, nous avons retrouvé à peu près 80% des aïeux des Antillais qui ont été libérés en 1848. Et vous ne pouvez pas imaginer l'émotion, la très grande émotion qui saisit les Antillais. Des milliers d'Antillais, on a pu faire ça pour des milliers d'Antillais qui retrouvent en fait une origine, quelque chose c'est quelque chose d'extrêmement bon pour eux. Et ce qui est le plus important pour nous, c'est non seulement ce travail donc d'affiliation, mais également lorsque nous avons fait en sorte qu'en plus du 10 mai, qui est une journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, nous avons instauré, donc ça a été reconnu, une journée dédiée à la mémoire des victimes de l'esclavage. Le 23 mai. Le 23 mai. Et ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, on va inaugurer 2 monuments avec les noms d'esclaves, à Saint-Denis et à Sarcelles. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement apaisant. Il faut lutter contre le ressentiment. Donc, Georges-Louis Tin, Louis-Georges Tin, pardonnez-moi, votre position, c'est contre l'apaisement, justement? Pas du tout, parce que Serge Romana est d'accord pour la réparation symbolique et morale. C'est déjà la moitié du sujet et nous sommes d'accord là-dessus. Par conséquent, il faut aller au-delà. D'ailleurs, un musée de l'esclavage, ça fait partie des réparations, il n'y en a toujours pas. Mais Martin Luther King disait quelque chose de très profond. Il faut se souvenir, dit-il, que l'esclavage, c'est 2 choses. Privation de liberté, les tortures qui vont avec, et ça, c'est irréparable. Mais aussi privation de salaire, ce qui veut dire que les esclaves ont transmis à leurs descendants la pauvreté de génération en génération. Et ça, c'est impossible à quantifier aujourd'hui. Je vous donne un exemple très concret. C'est l'exemple d'Haïti. Il faut savoir que Haïti est devenue une république indépendante en 1804, mais que les colons français ont estimé que cette indépendance n'était pas justifiée et sont revenus en 1825 pour exiger réparation du préjudice, entre guillemets, que selon eux causait cette abolition. Et donc la France, avec ses armées, a exigé quelque chose d'inacceptable que le gouvernement haïtien a dû accepter. Mais ça, c'était plus facile à quantifier puisque c'était un gouvernement à gouvernement d'un pays à l'autre. L'équivalent de 21 milliards de dollars d'aujourd'hui en s'endettant de 1825 à 1946. Et nous disons, ne faudrait-il pas que la France restitue à Haïti cet argent qui a été extorqué? Madame Taubira elle-même, à l'époque députée de Guyane, le 1er janvier 2003, a écrit au ministre de l'époque des Affaires étrangères en disant « La France s'honorerait de restituer cette somme à Haïti. » Par conséquent, je crois qu'elle a raison et nous pensons que Mme Taubira, M. Hollande et les autres devraient demain faire un geste à l'égard d'Haïti.